Washington, la capitale américaine, un puissant gang de narcotrafiquants terrifie tout un quartier. Il intimide les témoins de ses crimes quand il ne les tue pas. Et le nombre de victimes continue de grandir même après que la police et le FBI eurent ouvert une enquête. On note alors une recrudescence marquée de vente de stupéfiants. Le quartier devient une véritable zone de guerre. Le FBI devra trouver un moyen de neutraliser les membres de ce gang meurtrier, connu sous le nom de l'équipe de K Street. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Washington, aux États-Unis. Cette ville de monuments et de musées est aussi le siège de la justice américaine. On y trouve la Cour suprême, le département de la justice et le siège du FBI. Mais même la capitale américaine n'est pas à l'abri de la criminalité. Le 22 mars 1991, Wendy York, âgée de 20 ans, rentrait chez elle après avoir fait quelques courses. Elle partageait un appartement avec ses cousines Territa et Teresa Lucas. Teresa était étendue sur le canapé dans le salon, le visage couvert de sang. Wendy se précipita à l'extérieur pour appeler le service d'urgence. Une standardiste dépêcha des policiers sur les lieux. Ils arrivèrent à l'appartement quelques minutes plus tard. Teresa Lucas avait été abattue d'une balle à la tête. Dans une des chambres, les policiers trouvèrent un autre corps sans vie et un enfant. La deuxième victime était Territa, la sœur de Teresa. Elle avait aussi reçu un projectile à la tête. Son enfant, lui, était sain et sauf. Les agents trouvèrent alors un autre enfant, terrifié. C'était l'enfant de Teresa. Les deux enfants semblaient être restés seuls avec les cadavres pendant plusieurs heures. Peu de temps après, la mère des victimes arriva à l'appartement. Renee Brown fut surprise de trouver des policiers tout autour de l'immeuble. Dans mon esprit, mes pensées se bousculaient. Je voulais entrer, mais les policiers m'en empêchaient. Quand ils m'ont dit que je ne pouvais pas entrer, je leur ai répondu que c'était chez moi et que je devais entrer. Ça a été le jour le plus pénible de toute mon existence. Je ne pourrai jamais l'oublier. Mes deux filles étaient des mères dévouées et elles adoraient leur enfant. Elles ne méritaient pas de mourir ainsi. Les experts ratissèrent l'appartement. Ils ne trouvèrent aucune trace d'entrée par effraction. Rien dans l'appartement ne semblait avoir été déplacé ni volé. Rien non plus ne semblait suggérer un mobile pour ces assassinats. Les enquêteurs soupçonnèrent que les victimes connaissaient leur meurtrier. Ils demandèrent à Renee Brown de vérifier l'appartement. Cette mère éplorée aurait fait n'importe quoi pour venir en aide aux policiers. Renee nota l'absence d'un objet dans la chambre de Teresa. La première chose que j'ai remarquée, c'était que la photo accrochée au mur la veille au soir n'était plus là. On trouva l'encadrement. Mais la photo de Sam Carson, le petit ami de Teresa, avait disparu. J'ai alors dit à l'inspecteur que je me demandais bien où se trouvait cette photo. Nous avons regardé dans les poubelles, mais ne l'avons pas trouvée. J'ai dit que selon moi, celui qui avait cette photo était le meurtrier. Les policiers contactèrent Sam Carson pour lui poser quelques questions.
celui-ci déclara qu'il n'était pas venu à l'appartement le soir du meurtre des deux sœurs. Même si Carlson était un suspect possible, rien ne venait appuyer la thèse de sa culpabilité. Les enquêteurs interrogèrent plusieurs résidents du quartier. Tous les voisins déclarèrent ne pas avoir entendu les coups de feu tirés dans l'appartement des Lucas. Deux jeunes femmes avaient péri et pourtant personne ne voulait parler aux policiers. Ce double homicide retint l'attention des autorités policières de toute la région, notamment du FBI. L'agent spécial Vince Lacey fut ébranlé par la violence de ce crime. L'agent Lacey travaille régulièrement comme agent d'infiltration et il doit protéger son identité. C'était effroyable. La police n'avait pas de piste. Les agents s'étaient acharnés à trouver quelque chose, mais il n'y avait aucun témoin. Sans témoin, la police était incapable d'identifier un suspect. Sans mobile du crime, il était impossible de mettre la main sur le meurtrier des deux sœurs Lucas. Et sans indice, ce double homicide risquait de ne devenir qu'une statistique, un autre meurtre irrésolu dans une ville déjà lourdement frappée par la violence. L'épicentre de cette violence était les jardins de Greenleaf, un projet d'habitation sur K Street. La vente de stupéfiants avait semé la terreur dans ce quartier défavorisé, comme s'en souvient l'enquêteur Steve Kirshner. Le crack a fait des ravages en 1985 et en 86. Et avec lui, la violence s'est accrue. Le nombre d'homicides a atteint des sommets inégalés. Je crois que ces meurtres étaient motivés par la jalousie entre les trafiquants. Il y a eu des enlèvements et des agressions. Tout ça a entraîné beaucoup de violence. Les consommateurs, dont la plupart provenaient des banlieues, firent la fortune des revendeurs de K Street. Comme le quartier offrait peu d'opportunités de travail, les profits tirés des ventes de stupéfiants étaient alléchants pour les revendeurs et en favorisaient le recrutement. Ça a été pour eux un vrai pactole. Il était plutôt difficile de convaincre un jeune de 15 ou 16 ans d'aller à l'école et de rester dans la bonne voie, alors qu'il pouvait facilement revendre du crack et empocher 1000 $ par jour. Ainsi, ce jeune pouvait s'offrir tout ce à quoi il n'avait jamais eu accès à cause de la pauvreté de sa condition. Mais avec comme enjeu des millions de dollars de profit, la compétition devint vite féroce. Les rues devenaient des territoires que les gangs se disputaient. Tout le quartier était un véritable baril de poudre, prêt à exploser, comme nous le raconte l'inspecteur Tony Brigadini de la police métropolitaine. Le secteur était dangereux. Les statistiques que nous avons compilées après plusieurs années d'enquête nous montraient que c'était devenu un des quartiers les plus violents de la capitale. Or, ce quartier est situé à côté d'immeubles gouvernementaux dans le sud-ouest de Washington. Il était plutôt étonnant de voir un tel niveau d'activité criminelle si près du centre-ville. Le FBI et la police métropolitaine formèrent alors une escouade spéciale. Le mandat de ce groupe d'intervention était de remettre de l'ordre dans ces rues devenues de véritables zones de guerre. Les agents quadrillèrent le quartier pour recueillir toute information sur les gangs de rue. Les gens du quartier craignaient visiblement de parler, voire même d'être vus avec les enquêteurs. Quand on frappait chez quelqu'un et qu'on lui demandait si on pouvait lui parler, on était sûr que 3 minutes plus tard, tout le quartier saurait que la police était là. Déçus du manque de coopération de la population, les agents tentèrent une nouvelle approche. Parfois, on suivait quelqu'un jusqu'à son lieu de travail. On essayait de les voir quand ils étaient à l'extérieur du quartier. On faisait tout ce qu'on pouvait pour que le reste du quartier ne sache pas qu'on interrogeait ces personnes. Peu à peu, certains résidents commencèrent à s'ouvrir. Ils parlèrent des vendeurs de drogue qui avaient pris tout le quartier d'assaut. Il y avait l'équipe de K Street.
menée par Vincent Hill, un sociopathe sans pitié qui semblait carburer à la violence. Si quelqu'un l'irritait pour une raison ou pour une autre, il n'hésitait pas à prendre un bâton de baseball, un marteau ou tout autre objet qui lui tombait sous la main pour le frapper. Avec son argent et sa brutalité, Hill était devenu l'un des hommes les plus puissants du quartier, l'enquêteur Neil Trugman de la police métropolitaine de Washington. Il se percevait comme un parrain de la mafia. Il n'avait peur de rien. Selon des informateurs du FBI, même si Vincent Hill dirigeait l'équipe de K Street avec une poigne de fer, il était respecté par ses hommes. Vincent Hill avait la réputation d'être un tyran, mais on le respectait malgré tout parce qu'on voyait qu'il avait de l'argent. Il était bien habillé, conduisait des voitures de luxe. Ces hommes se faisaient manipuler par lui pour vendre de la drogue. Puis, ils le voyaient battre un type parce que celui-ci ne lui avait pas remis assez d'argent. Tous ces facteurs ont joué en sa faveur. Les gens savaient bien qu'il valait mieux ne pas le contrarier. Et en même temps, Hill leur fournissait un moyen de gagner facilement de l'argent. La distribution de crack entraînait à des peines sévères. Si Vincent Hill et son gang en étaient reconnus coupables, ils pourraient être mis derrière les barreaux pour toujours. Quand les agents lancèrent leur opération, le gang de Hill avait déjà une longueur d'avance sur eux. Juste avant qu'on ne démantèle le gang pour vente de cocaïne, celui-ci abandonna ce commerce pour se consacrer exclusivement à la vente de marijuana. Ils avaient compris qu'en vendant du crack, ils écoperaient de peines sévères alors que la vente de marijuana est considérée comme un délit mineur et qu'elle n'entraînerait même pas de peine de prison. La demande de stupéfiants était effarante. Des acheteurs venaient des banlieues pour s'en procurer. Le gang réussit à maintenir sa marge de profit tout en diminuant ses risques d'emprisonnement. Les ventes ont augmenté en flèche. Tous ces types se remplissaient les poches. Ils pouvaient gagner 3, 4 ou 5 000 $ par jour chacun en ne vendant que de la marijuana. Les plans de l'escouade spéciale étant réduits à néant, les policiers durent se ressaisir. Pendant ce temps, les revendeurs, eux, devinrent de plus en plus audacieux. Il m'arrivait de circuler dans le quartier à bord d'une voiture banalisée et de voir ces types m'offrir des sacs de marijuana à 20 $. Et quand finalement ils se doutaient que vous étiez un flic, ils prenaient la fuite. Les revendeurs laissaient leurs réserves derrière eux jusqu'au départ du policier. Quelques minutes plus tard, ils revenaient au même endroit avec de la nouvelle marchandise et ils reprenaient leurs activités. Plus les affaires marchaient, plus la violence s'accroissait. Et parfois, d'innocentes victimes en payaient le prix. Le 29 août 1992, Travis Ross et ses deux amis furent pris pour des revendeurs de drogue de gangs rivaux. Ross fut tué instantanément. Ses deux amis furent gravement blessés. La police interrogea les deux survivants. Ceux-ci déclarèrent qu'ils ignoraient pourquoi on les avait ciblés. Leur apparente hésitation à répondre aux questions des enquêteurs était compréhensible. Les agents croyaient que l'équipe de K Street avait déjà tué une douzaine de personnes qu'elle soupçonnait d'avoir collaboré avec les autorités. Mais ce qu'on ne savait pas, c'était comment les membres du gang parvenaient à identifier ces témoins potentiels. En 1995, Bruce Spencer fut atteint de 5 projectiles à bout portant par un membre de l'équipe de K Street. Miraculeusement, il survécut à cette attaque. Il accepta d'identifier l'homme qui avait fait feu sur lui. L'escouade mit aussitôt Spencer en détention protégée. Il fut enregistré à l'hôpital sous le nom générique de Monsieur X. Pendant que Spencer se remettait de ses blessures, l'agent Lissy et ses collègues quadrillèrent les jardins Greenleaf à la recherche de l'homme qui avait tenté de le tuer. Sur K Street, l'agent Lissy et l'inspecteur Trugman se retrouvèrent face à face avec Vincent Hill, le chef du gang.
Il nous a dit que tous nos témoins allaient mourir, chacun d'entre eux, même notre ami enregistré à l'hôpital sous le nom de Monsieur X. Et il m'a même donné le numéro de sa chambre. J'ai secoué la tête comme si je ne savais pas de quoi il parlait, mais ce n'était pas le cas. Il voulait qu'on sache qu'il s'occupait de repérer les témoins et de les liquider. Les enquêteurs n'en étaient que plus résolus à protéger ce témoin. Mais les menaces de Hill parvinrent aux oreilles de Spencer. Craignant pour sa vie, il refusa tout net d'aider les enquêteurs. Les membres de l'escouade étaient découragés. C'était une nouvelle défaite contre l'équipe de K Street. Dans les années 90, le quartier des Jardins Greenleaf, situé dans la partie sud-ouest de Washington, était assiégé. Un gang connu sous le nom de l'équipe de K Street y avait établi sa base d'opération et en avait fait une véritable zone de guerre. La police métropolitaine travaillait étroitement avec le FBI pour démontrer que le gang était l'auteur de plusieurs meurtres. Les enquêteurs savaient qu'il leur faudrait plus que des condamnations individuelles pour juguler cette vague de violence. On devait mettre au point une stratégie qui permettrait d'arrêter tous les membres du gang. L'escouade décida alors d'utiliser RICO, une loi fédérale contre le crime organisé, qui permettrait de poursuivre l'équipe de K Street en bloc, comme une organisation criminelle qui fait le commerce de la drogue et qui commet des meurtres pour protéger ses intérêts. Les agents mirent également sur pied un réseau de surveillance pour recueillir des informations sur le gang et ses ventes croissantes de stupéfiants. L'agent spécial Vince Lisi. On voulait montrer que ces gens-là étaient des conspirateurs, par leur façon d'agir, par leur façon de vendre de la drogue, à tour de rôle, par leur source d'approvisionnement. On s'est dit que si les agents infiltraient le groupe, on y parviendrait peut-être. Les agents du FBI établirent la surveillance à partir d'un appartement vacant de K Street. Le propriétaire leur offrit l'accès au lieu gratuitement. Comme la plupart des résidents des Jardins Greenleaf, il en avait assez de toute cette drogue et de cette violence. On s'est procuré de l'équipement vidéo et des appareils photo et on s'est installé là-haut pour surveiller l'équipe de K Street et voir comment il fonctionnait. On a vu Vincent Hill à plusieurs reprises et on a su comment il s'y prenait. Les enquêteurs maintinrent la surveillance pendant plusieurs semaines. Après avoir soigneusement noté les activités du gang, ils mirent un plan au point. Comme la plupart des acheteurs de drogue de K Street effectuaient les transactions à partir de leur auto, ils devraient utiliser une voiture banalisée. On s'est dit que le meilleur véhicule serait une camionnette. On a choisi la camionnette la plus vieille et la plus sale que le FBI possédait. Ensuite, on a acheté des coffres à outils qu'on a laissés dans la boîte arrière pour qu'on croie qu'il s'agissait du véhicule d'un employé de la construction. La camionnette était équipée de caméras de surveillance et de micros. 2 enquêteurs de la police métropolitaine, Joe Abdallah et Jim Scheider, furent recrutés d'un autre poste de police. Ainsi, les membres du gang ne pourraient pas les reconnaître. Ils se feraient passer pour des ouvriers venus acheter de la drogue. L'enquêteur Joe Abdallah. Jimmy et moi nous étions entendus au préalable. Si jamais ma sécurité était menacée, je courrais vers la camionnette. Selon le cas, Jimmy mettrait le pied sur l'accélérateur pendant que je sauterais sur le plateau où il sortirait son arme à feu. La cible principale de cette opération de surveillance était Vincent Hill. Les agents d'infiltration s'attendaient à devoir acheter des narcotiques à plusieurs reprises avant de pouvoir rencontrer le chef du gang. 5 autres équipes de 2 hommes circulaient en permanence tout autour du quartier. Ils attendaient les ordres de Lisi. On avait mis en place tout le système. Il y avait des voitures un peu partout dans le quartier. On a alors donné l'ordre de passer à l'action. Alors que les agents s'apprêtaient à faire leur première transaction, Jim Scheider savait qu'il était en terrain dangereux.
Dès qu'on a tourné le coin de la rue, mon cœur s'est mis à battre très fort. Il était impossible de rebrousser chemin. Abdallah et Scheider se mirent à la recherche d'un membre du gang, n'importe lequel, qui pourrait leur vendre de la drogue. C'est alors qu'ils aperçurent Vincent Hill au coin d'une rue flanqué de ses lieutenants. L'équipe de K Street était en force. Abdallah, sous le coup de l'impulsion, descendit de la camionnette. Je lui ai demandé si je pouvais avoir 2 sacs pour 40 $. Normalement, ces 2 sacs de marijuana se vendaient 50 $. Un type à ma gauche est parti les chercher là où il gardait la marchandise, près d'une clôture. Vincent Hill a alors dit « Non, c'est 2 sacs pour 50 $ pour vous. » Je lui ai alors donné l'argent et je suis parti. L'équipe de surveillance avait filmé toute la scène. On pouvait clairement y voir le chef de l'équipe de K Street vendre de la marijuana à un policier en civil. Joe a acheté de la drogue directement de Vincent Hill la première fois. On s'est dit, bon sang, c'est presque trop facile. En moins de 30 secondes, la transaction avait été complétée. Jim et Joe sont ensuite retournés au bureau. Nous étions tous ébahis. L'escouade spéciale s'attendait à devoir attendre plusieurs semaines, voire quelques mois avant d'entrer en contact avec Hill. Et pourtant, c'était arrivé en moins d'1 minute. Le FBI prit avantage de cette situation. Au cours des 6 mois suivants, les agents d'infiltration continuèrent d'acheter de la marijuana directement de Hill en augmentant graduellement la quantité. Chaque fois, la scène était soigneusement photographiée. Par le biais de ces achats, les enquêteurs découvrirent que Hill contrôlait tout ce qui se passait dans le quartier. Cela devint évident quand Abdallah et Scheider tentèrent d'acheter leur drogue d'un autre type que Hill. On s'apprêtait à faire cet achat quand on a entendu quelqu'un crier au bout de la rue. En se retournant, on a vu qu'il s'agissait de Vincent Hill. On est revenu en arrière et on a acheté de la drogue de lui. C'est vous dire à quel point il était puissant dans ce quartier. Pendant plusieurs mois, les achats se firent régulièrement. Et Abdallah ne fit pas que se procurer de la drogue. Il établit une relation. Peu à peu, il gagna la confiance de Hill et tenta de lui soutirer des informations. J'essayais de parler avec lui le plus souvent possible. Parfois, j'engageais la conversation et il me disait « Écoute, si jamais la police arrive, je sais où me cacher, mais pas toi. Alors, dis-moi de quoi tu as besoin et finissons-en. » Parfois, je lui proposais d'acheter plus que des sacs à 20 $ pièce, ce qu'on pourrait appeler des ventes en gros, des quantités d'au moins 100 grammes. Abdallah commença à acheter des stupéfiants en vrac, passant bientôt de grammes à des demi-kilos. Il fit entendre à Hill qu'il revendait cette drogue au chantier de construction où il travaillait. Il est arrivé qu'il me laisse la drogue en m'offrant de la payer plus tard. Nous avions une relation de confiance. Il m'a même donné de bons conseils sur la façon d'acheter au poids. Il me fournissait des sacs à 20 $ en m'expliquant comment séparer la drogue pour la revendre en plus petite quantité à mes amis. Il n'a pas été avare de conseils. Pendant 6 mois, les opérations allèrent bon train. Puis, une transaction mit l'équipe en alerte. Un jour, après avoir fait un achat, Jimmy était au volant et j'étais assis à la place du passager quand Jimmy m'a fait remarquer que Hill me faisait signe de baisser ma vitre d'auto, ce que j'ai fait. Il m'a alors dit que des types avaient laissé entendre que mon ami était agent de police. Ensuite, il a dit « Je sais que je peux vous faire confiance », mais il a ajouté « Ces types vont vous tuer ». Ça nous a désarçonnés. En partant, on a vu que les types qu'il nous avait indiqués portaient des capuchons et qu'ils regardaient dans une direction opposée à nous. Apparemment, Hill ne semblait pas croire qu'Abdallah et Scheider étaient des policiers. Les deux agents poursuivirent leurs opérations.
Une semaine plus tard, ils se rangèrent sur K Street. Vincent Hill était là. Hill s'est montré distant. Il ne voulait pas s'occuper de moi. Il m'a dit qu'il ne savait pas de quoi je parlais. C'était très perturbant parce que d'habitude, il me demandait de quoi j'avais besoin et après m'avoir servi, il me disait de filer. Mais ce jour-là, il a dit qu'il n'avait rien, qu'il ignorait ce que je lui voulais et que je devais aller voir ailleurs. Hill les envoya voir un autre vendeur au bout de la rue. Ce soir-là, Abdallah rencontre l'homme dans une maison abandonnée. Le policier se préparait à une confrontation armée. Ce monsieur est entré dans la maison et il m'a demandé de le rejoindre. Il a ensuite voulu me donner un sac rempli de gazon. Ce n'était pas de la marijuana. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à comprendre que la situation était anormale. Abdallah savait qu'il avait été démasqué. Comme les renforts ne pourraient venir avant 2 bonnes minutes, il se fraya lentement un chemin vers la sortie, tout en conservant son calme. L'opération secrète était terminée. Après 6 mois à acheter des stupéfiants à Vincent Hill et son gang, l'escouade ne disposait pas assez d'indices pour les mettre derrière les barreaux une bonne fois pour toutes. Si on s'était contenté de les inculper de vente de narcotiques, ils auraient écopé de seulement 10 ans, voire même 5 ans d'emprisonnement. Et pire encore, ils n'auraient même pas été tenus responsables de tous les crimes violents qu'ils avaient commis. Il nous restait donc à enquêter sur ces meurtres, ces vols et ces enlèvements, de même que sur tous les autres crimes violents dont le groupe était soupçonné. Il restait beaucoup de travail aux enquêteurs. Et pendant ce temps, la violence faisait toujours rage dans les rues du quartier. À Washington, une opération secrète menée pendant quelques mois avait commencé à donner des résultats. Les enquêteurs avaient filmé l'équipe de K Street en train de vendre des stupéfiants. Mais maintenant, ils devaient trouver des preuves que le gang s'adonnait à des activités violentes. En 1995, une jeune femme courageuse se décida à venir parler aux agents. Tracy Gladden avait alors 19 ans. Le quartier où elle habitait inquiétait cette mère célibataire. Tracy déclara à la police que Jerome Martin et Antonio Knight étaient les auteurs d'un meurtre commis à partir de leur voiture. Elle avait entendu Martin en parler. Bien qu'elle ignorât le nom de la victime, la description de ce crime correspondait à un meurtre irrésolu, commis 6 mois plus tôt. Travis Ross avait été abattu de cette façon près de K Street. Deux de ses amis avaient été gravement blessés. Tracy voulait témoigner contre les membres du gang, car elle savait que leur présence dans le quartier le rendait très dangereux. Malgré tout, elle les craignait. Elle déclara aux enquêteurs que si elle parlait ouvertement contre l'équipe de K Street, on la tuerait. Tracy Gladden, de même que 2 autres femmes, acceptèrent finalement de témoigner contre le gang à condition que le FBI les intègre à son programme de protection des témoins, l'agent spécial Vince Lacey. On a fini par convaincre Chrissy et les 2 autres témoins de collaborer avec nous. On leur a promis qu'on assurerait leur sécurité, qu'on ferait tout pour qu'il ne leur arrive rien de mal. On leur a clairement dit de ne pas divulguer où elles vivaient et de n'emmener personne à leur nouvel appartement. La coopération de Tracy porta fruit. Jerome Martin et Antonio Knight, tous 2 membres du gang, furent formellement accusés de meurtre. Lacey croyait qu'il détenait assez d'indices pour obtenir gain de cause. Une semaine avant le procès de Jerome Martin, nous avons interrogé les témoins à plusieurs reprises. Nous leur avons parlé pour les préparer au procès. Nous voulions qu'ils sachent quelles questions on leur poserait si jamais ils se présentaient à la barre et témoignaient.
Une semaine avant que Chrissy ne vienne au bureau du procureur, on l'a préparée et elle savait assez bien ce qu'on attendait d'elle. Elle n'avait pas assisté au meurtre, mais nous avait permis de répondre à plusieurs questions sur cet homicide. 4 jours avant le début du procès, un des témoins contacta Vince Lacey. Elle était en état de panique. Elle hurlait et me disait qu'ils avaient tué Chrissy. Chrissy est morte, ils l'ont tuée. Je n'en croyais pas mes oreilles. Et quand j'ai compris ce qu'elle tentait de me dire, ça a été comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. L'agent Lacey se rendit aussitôt dans le secteur sud-ouest de la ville. Sur la scène du crime, la police métropolitaine lui fit un compte-rendu des événements. Selon des témoins, Chrissy était allée à une fête sur la 37e rue chez la petite amie d'Antonio Knight. Au moment où elle quittait la fête, 2 hommes avaient fait éruption et avaient ouvert le feu sur elle. À l'arrivée des policiers, Chrissy était morte. Chrissy croyait qu'elle ne courait aucun danger. Elle faisait confiance à ses amis et à tous les gens de ce quartier. Elle pensait pouvoir retourner sans risque dans ce secteur. C'est sans doute le moment de ma carrière où je me suis senti le plus mal. C'est très difficile parfois de continuer à travailler quand il arrive de tels drames. Malgré tout, le procès contre Jerome Martin et Antonio Knight eut lieu. Ce fut un désastre. Cette affaire avait traîné tellement longtemps qu'on s'est dit qu'on ne pouvait plus reculer. On a fait du mieux qu'on pouvait. Certains témoins ont été incapables de venir à la barre. Ils étaient en état de choc. On a plaidé notre cause devant les tribunaux et on a perdu. Jerome Martin et Antonio Knight furent acquittés, faute de preuves. Pour l'équipe de K Street, les témoins gênants comme Chrissy Gladden n'étaient qu'un inconvénient mineur. On était découragés de voir ces types recouvrer la liberté, de voir qu'ils avaient gagné cette bataille. Ils étaient heureux car ils avaient gagné contre nous. Et je me suis dit qu'il ne fallait pas reculer et les laisser avoir le dessus. Moins d'1 mois plus tard, le FBI et la police de Washington eurent un coup de chance inespéré. Robert Butchie Smith, un vétéran au sein de l'équipe de K Street, fut arrêté pour vente de stupéfiants. Dans l'espoir de le faire parler du gang, les agents du FBI lui firent part des accusations de racket qui seraient portées contre lui. Il se constituait un dossier en se basant sur la loi RICO et pourrait bientôt relier les ventes de stupéfiants du gang à une série de meurtres. La stratégie porta fruit. Smith accepta enfin de parler. Il déclara que le gang identifiait les témoins qui pouvaient parler contre eux par le biais de détectives privés. Il tirait également profit de la loi sur la liberté d'accès à l'information pour obtenir des documents de la Cour et cibler ainsi des témoins potentiels. Smith fournit plusieurs pistes aux enquêteurs sur des enlèvements, des fusillades et des meurtres. Il mentionna notamment un triple homicide dont son neveu, William Sweeney, lui avait parlé. William Sweeney, Sam Carson et James Montgomery étaient tous des membres de l'équipe de K Street. Smith déclara que Sweeney et Carson étaient à Las Vegas quand Ryan Pierce, un autre vendeur de stupéfiants, avait remporté beaucoup d'argent au casino. Les 2 hommes avaient décidé de voler Pierce à son retour à Washington. Le 17 novembre 1996, Sweeney, Carson et Montgomery l'avaient attendu devant sa maison. Pierce était arrivé tard ce soir-là en compagnie de 3 amis. L'équipe de K Street passa